Aujourd'hui, on est dans un contexte où tout le monde est interpellé, sénégalais comme autre nationalité, que vous soyez sur le plan national comme international, tout le monde est interpellé à réagir. Ça émane dans la responsabilité de tous pour additionner nos forces pour pouvoir stopper le coronavirus. Alors, vous êtes bien évidemment le président de l'association des Sénégalais de la Moselle. Alors, est-ce que à votre niveau, vous avez réussi à participer dans cette lutte contre la propagation du Covid? Ce qui d'abord me fait penser que les gens comprendront que pour l'interview, on a accepté d'enlever les masques, mais on a un masque. Donc je n'inciterai jamais les uns et les autres à porter des masques en public. Au-delà de ça, j'avoue que cette pandémie, elle dépasse un peu tout le monde. Donc je n'ai pas a priori de méthode ou de conseil à donner autrement que de respecter les consignes données par les autorités. J'étais à Dakar au mois de mars quand ils ont voulu fermer les frontières. Et j'étais sidéré par le fait qu'on en était encore à des gens qui disaient que la maladie n'existait pas. D'autres, avec une aberration mais sans nom, disaient que c'était une maladie de blanc. Dans ces conditions-là, et compte tenu de nos croyances ancestrales un peu parfois, qu'elles sont ce qu'elles sont, difficile de prendre à bras le corps un tel problème. En tout cas, à notre niveau d'ici, au niveau de l'association des Sénégalais de Moselle, pour être tout à fait honnête, nous n'avons pas engagé de gros projets sur le coronavirus. On se contente seulement, quand on se rassemble, de rappeler, de respecter ces consignes-là. Mais honnêtement, on n'a pas les moyens d'aller au-delà de cela. Alors, journaliste que vous êtes et puis étant influent dans votre domaine, quel rapport avez-vous avec les médias sénégalais? J'ai toujours voulu faire la part des choses. J'ai toujours ne pas voulu mélanger les choses, on va dire. Mais j'ai été très refroidi par la conception de notre façon de pratiquer le journalisme au Sénégal. Mes confrères sur place m'en excuseront, je ne veux pas encore donner l'impression de donner des leçons. Mais j'ai été, on va dire qu'il y a une sorte de copinage qui peut exister. Il y a de très bons confrères, notamment un gars qui est sur TFM, je crois, comment ça s'appelle. Je l'ai trouvé très pertinent. Évidemment, je l'ai trouvé très pertinent. Par contre, la dernière fois, j'ai assisté à une émission, mais j'ai failli m'étrangler. C'était une interview avec Atepa. Et c'était quelqu'un, enfin une jeune femme et un autre confrère qui l'interviewait. Mais la jeune consoeur, j'avais l'impression qu'elle faisait une sorte d'éloge, mais marqué à Atepa. À peine se disait que pas vous êtes le plus grand, le plus joli, le plus beau. Honnêtement, en tant que journaliste, j'ai eu mal dans mon âme. Je me dis, si le journalisme va dans ce sens de prendre les gens dans le sens. Je ne dis pas que le journalisme doit taper dedans, hein. Je n'ai jamais dit ça. Parce que le journalisme, on n'est pas là non plus pour faire. On n'est pas des shérifs. Mais je veux dire, quand on fait venir quelqu'un et qu'on lui pose des questions, autant lui poser des questions sensées et qui vont dans le sens. Mais de dire que oui, Manmissar, dans la Camille, la Minjak, qu'est-ce que ça a à voir dans ce. Donc, bref, je ne vais pas m'étendre dessus. Il y a des façons de faire du journalisme au Sénégal qui me hérissent le poil à un point que tu ne peux même pas imaginer. Mais pour autant, il y a des confrères, mais très sensés. Il y a aussi un gars qui est sur Sen TV, je ne sais pas trop, un monsieur comme ça, non seulement qui a un français très châtié, et qui est très pertinent dans ce qu'il dit. Nous avons quand même la chance d'avoir, quoi qu'on en dise, nous sommes un des pays où la démocratie, quoi qu'on en dise, est quand même assez ancrée. Et nous avons globalement de très très bons journalistes. Mais malheureusement, en tout cas à titre personnel, je n'ai pas de lien avec eux. J'avais pensé dans la dernière partie de ma carrière, quand j'aurais terminé ici, j'avais pensé aller m'installer au Sénégal et peut-être aller donner des cours de journalisme. C'est une ambition que j'ai et j'espère pouvoir la mener à bout.
Alors, selon vous, ce problème qui tourne autour de la sphère journalistique sénégalaise, selon vous, est-ce que c'est un problème de formation ou de niveau? Ben, je dirais l'un et l'autre, mon cher. C'est parce que la formation à la base n'est pas ce qu'elle est que le niveau forcément s'en ressent. Les gens ont tendance à banaliser ce terme de journaliste, quoi. Le journalisme obéit à des règles déontologiques, mais fondamentales. Je vais donner encore un autre exemple, mais ça me navre de le donner. On avait remis donc un matériel médical et des vivres, et des médicaments au centre Albert Royer. On a remis ça, ils avaient convié à la presse. J'étais allé à l'agence Sénégal, France Sénégal Presse, je ne sais pas trop quoi. Ils avaient fait une sorte de communiqué et on a eu pas mal de journalistes qui étaient venus pour la remise de ces dons. Mais sauf qu'après, en partant, avec mon ami, on était dans la voiture, je n'ai pas dit que j'étais journaliste. Hein. J'ai vu débarquer une quinzaine de journalistes, un petit groupe s'approcher de la voiture. Et puis bon, on s'est arrêté, on partait, on s'est arrêté, mon ami qui roulait s'est arrêté. Il nous dit, oui, voilà, la direction nous a dit de venir vous voir pour le ticket de transport de rentrée. Mais je n'ai jamais été aussi choqué de ma vie professionnellement. Je me dis, c'est quand ce soir? J'ai dit, écoutez, mon ami qui dit, écoutez, nous, on est simplement venu remettre du matériel. Ça s'arrête là, quoi. Si en plus maintenant, parce que la presse s'est déplacée, on doit lui rembourser, on doit lui donner de quoi prendre le taxi pour rentrer. Alors du coup, mon copain a dit, mais vous savez, lui qui est à côté de moi, il est journaliste. Je lui ai dit, il ne fallait même pas dire ça. Mais c'est une chose qui sont inconcevables. Comment voulez-vous que celui que vous venez interviewer vous donne de l'importance si votre retour dépend de lui? Qu'est-ce qu'il va vous dire? Donc, monsieur tel, vous allez écrire ça et ça et ça. Il y a un principe fondamental que j'ai toujours refusé, que j'ai toujours encore voulu mettre en avant, c'est mon indépendance d'écriture. Moi, ici, journaliste français, même mon rédacteur en chef ne peut pas m'obliger à écrire quelque chose que je ne peux pas écrire, je ne peux pas écrire. Donc, voir des journalistes demander à la personne qui organise un événement de leur donner de quoi retourner, mais c'est un pur scandale. J'espère simplement que ce cas que j'ai vécu, moi, parce que personnellement, je l'ai vécu, j'espère sincèrement que c'est un cas marginal, parce que ce n'est pas du journalisme. C'est vendre son âme, c'est écrire ce que l'autre veut écrire, qu'on l'écrive, c'est lui vendre son âme, c'est être à sa botte. Et ça, ce n'est pas du journalisme. Notre pays n'a pas besoin de ça pour grandir. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes Sénégalais vous estiment de par votre savoir-faire, votre expertise, mais également votre expérience. Alors, à ce titre, on vous suit comme un modèle, une référence. Aujourd'hui, s'il y a un conseil à donner pour ceux qui aspirent à devenir journalistes dans le futur, ce serait quoi le conseil? D'abord, je vais un peu tempérer le terme de référence. Je n'agis pas pour être une référence. J'agis par rapport à mes convictions. Je n'ai jamais eu la prétention de me prendre en modèle, de me présenter comme modèle. Une fois de plus, je fais les choses en fonction de ce que je ressens et en fonction de ce que je me suis toujours dit, tu représentes tout un pays. C'est peut-être prétentieux, je dis, mais je n'ai jamais eu cette volonté ou cette ambition de me prendre comme modèle. Je ne suis pas une référence. Si maintenant les autres y voient comme référence, je ne sais pas si je dois m'en flatter ou m'en truc, mais en tout cas, je vais prendre ça comme au contraire une mesure supplémentaire de porter haut le flambeau de notre pays. Je sais que ça peut paraître suranné, hein, ça peut paraître, on va dire, utopique une fois de plus de dire que oui, on représente un pays. Moi, j'y crois. Hein. Ce ne sont pas des paroles en l'air, ce que j'ai dit. J'y crois réellement. Donc, est-ce que je suis à même d'apporter des conseils à des jeunes confrères? Je ne sais pas. Je veux simplement rappeler qu'à la base, j'ai fait un 3e cycle en gestion. J'ai un master en audit et contrôle de gestion. J'ai failli travailler dans les grands cabinets d'audit, Ernst & Young, KPMG. Donc, à la base, j'ai fait des études de gestion. Et puis, comme j'ai toujours aimé l'écriture, quand j'ai eu l'opportunité de basculer, j'ai pris ça comme un challenge.
J'ai dit, ben, tu vas passer les chiffres aux lettres. Donc, c'était encore une sorte de défi personnel que je me suis lancé. Donc, j'ai travaillé dans la gestion pendant des années, avec un bon poste de cadre, chargé d'études. Et je me suis fait cette violence-là, de dire, allez, donne-toi un challenge. Parce que moi, j'en arrivais à me, avec les outils qu'on avait, à ne faire quasiment que du pouce-bouton, que du contrôle. Ça ne correspondait pas à ma façon de m'impliquer dans le travail. Je suis allé voir à l'époque le directeur financier de l'époque, disant, écoutez, monsieur, le travail que vous me demandez de faire devient du presse-bouton. Il me dit, vous voulez faire quoi? J'ai dit, ben, écoutez, j'ai envie de me lancer à fond dans l'audit. Ah bon, ok. Alors je me suis dit, ben, je vais reprendre mes études, 8 ans après m'avoir arrêté, pour faire de l'audit. Vous ne pouvez imaginer comme c'est difficile. Alors j'étais déjà marié avec une petite fille, de repartir de zéro. J'allais bosser 3 jours, c'était à Subdeco Lille. Je prenais le train le mercredi soir, j'arrivais à Lille le soir. Jeudi, vendredi, samedi, je faisais mes cours à Subdeco et je rentrais ensuite. Parce qu'une fois de plus, je savais ce que je voulais. Sauf qu'entre-temps, on m'a demandé d'aller voir à la rédaction comment faire en sorte pour qu'on puisse mettre en place des outils de gestion à la rédaction. Or, on a dit pour mettre en place des outils de gestion, un tableau de bord à la rédaction, il fallait s'impliquer, s'immerger dans la rédaction. Mais j'ai fait la bêtise de m'y émerger et d'aimer cette fichue affaire-là. Je suis arrivé, le surlendemain, on me demandait d'aller faire un papier. Alors je me suis dit, ben, est-ce qu'ils ont compris ce que je faisais ici? Je me suis dit, peut-être qu'on n'a pas bien expliqué à ces gens-là que je n'étais pas venu ici pour faire du journalisme, mais pour mettre en place des outils de gestion, un tableau de bord. Mais une fois de plus, comme je suis sénégalais, parfois un peu fier, comme un peu... Je me suis dit, ben, on va leur montrer qu'on est quand même fils de Senghor. Écrire, j'ai toujours su écrire. Donc j'ai fait mon papier. Je n'avais pas de base de formation en journalisme. Moi. J'ai fait mon papier. Les jours qui suivaient, donc j'allais faire mes cours à Subdeco et je venais à la rédaction pour faire le travail. On m'amenait à la rédaction. Un beau jour, le rédacteur en chef m'appelle. Il dit, ben voilà Malik, on vous avait appelé, on avait souhaité que vous fassiez au sein de la rédaction un travail de gestion pour voir quel outil mettre en place pour la gestion de notre budget d'études. Mais quand je vois ce que vous avez écrit sans avoir une formation, moi je préfère vous garder comme journaliste. J'ai dit, écoutez, j'en suis honoré, mais actuellement je suis à Subdeco Lille. Moi, mon ambition c'est de faire de l'audit. Parce qu'au Luxembourg, quand on l'audite, et ça ramène plus de pognon, quoi. Il faut le expliquer. Mais sauf qu'entre temps, ben, j'ai pris la bêtise d'aimer ce métier-là. Donc malgré mon diplôme en audit, malgré les offres de boulot au niveau de Luxembourg et autres, j'ai privilégié ce côté-là parce que ça correspond à ce que j'aimais. Pourquoi? Parce qu'il y avait ce contact humain. Le journalisme, c'est un contact tous les jours différent. Tous les jours différents. Et cette richesse-là de rencontres avait pour moi plus d'importance que peut-être les euros que j'aurais gagnés en plus au Luxembourg. Pour vous dire que l'argent n'a jamais été mon moteur et j'espère qu'il n'en sera jamais. Mangi Santéalo, comme on dit, hein. Je ne me plains pas, je suis cadre, je gagne bien ma vie, je ne vais pas me plaindre. Mais l'argent n'a jamais été mon moteur. Donc, est-ce que je peux être une référente, donner des conseils? Je dis simplement aux jeunes. La dernière fois, je l'ai dit lors de la soirée de gala des gens sénégalais. N'oubliez jamais que vous êtes d'abord là, surtout et avant tout pour étudier. Le drame que vivent nos jeunes compatriotes actuellement, c'est qu'ils viennent ici, ils trouvent un petit boulot de vendeur de pizza ou de livreur. Ils gagnent peut-être un petit 800, 900 euros. Et ils sont contents. Et parfois, ça perturbe leurs études. Alors qu'ils ont un potentiel pour aller bien au-delà de ça. Ils ont un potentiel pour être le patron de celui qui vend les pizzas là. C'est ça qu'il faut leur dire. De ne jamais se compter, ni dans les rayonnés. Il faut viser haut. Ne jamais avoir peur de viser haut. L'ambition n'est castratrice que si elle n'est pas accompagnée par une volonté réelle de la mettre en place. Il n'y a pas d'interdit, il n'y a pas d'impossible.
Il y a une phrase qu'on disait, je ne sais pas qui le disait encore, comme ils ne savaient pas que c'était impossible, ils l'ont fait. Je ne sais pas si vous... Comme ils ne savaient pas que c'était impossible, ils l'ont fait. Donc, rien n'est impossible. Il faut viser haut. Si vous n'arrivez pas au sommet, vous avez au moins une partie assez haute. Moi, je suis sénégalais. Je suis le seul journaliste noir de Républicain Lorrain. Je suis à la rédaction en chef aujourd'hui. Je n'en fais pas une fierté, hein, mais parce que je me suis dit, il n'y a pas de raison que je ne puisse pas le faire. On fait les mêmes facs. Si encore on avait des niveaux de facs différents, je peux le comprendre. Mais on fait les mêmes facs, on fait les mêmes études. Il n'y a pas de raison que je ne puisse pas le faire. Donc je dis simplement à mes jeunes compatriotes, croyez en vous, croyez en vos rêves, croyez en vos possibilités. Vous avez la chance inouïe d'être ici en Europe ou ailleurs pour étudier, ce que vos jeunes compatriotes sur place n'ont pas. Donc ce serait dommage de massacrer, de sacrifier une telle chance en n'allant pas jusqu'au bout des choses. Le conseil premier que je donnerai aux uns, et quand vous êtes là, allez jusqu'au bout des choses. Tout à l'heure, vous avez mentionné l'association des étudiants sénégalais de Metz. Il a récemment effectué une sortie splendide en organisant un gros spectacle. Alors, ces dernières années, ils se sont affirmés en montant de gros spectacles, mais ceci passe forcément par la capacité managériale du président, personnalité morale de cette association, mais également une équipe compétente et expérimentée derrière qui a un travail de titan. Ça vous fait quoi déjà dans un premier temps de voir des Sénégalais qui émergent d'année en année en montant de grosses scènes, en mettant en avant la communauté sénégalaise bien sûr? Mais tout ce que j'observe, et je suis à Metz depuis quand même, je répète, 82-83, donc j'en ai vu passer des étudiants. Je ne peux que me féliciter de voir le sérieux avec lequel les choses sont mises en place maintenant. Je sais qu'à un moment, il y a eu une sorte de gros creux, mais les choses semblent repartir. À un moment, j'avais déploré qu'il n'y ait pas d'osmose entre l'association des étudiants sénégalais et les anciens qui sont ici. Je l'avais un peu déploré, mais les choses semblent maintenant aller dans le bon sens. La nouvelle équipe, enfin les nouvelles équipes, parce que on va être quand même large, sur les 5-6 dernières années, les choses vont beaucoup mieux. D'ailleurs, c'est pour cela que, pour moi, pour faciliter cette osmose-là, l'an dernier, je ne sais pas si vous vous souvenez, pas pour le Ramadan, j'avais souhaité qu'il y ait une sorte de ndogu commun, que les étudiants viennent se mêler aux familles ici, qu'on se connaisse. Des gens qui ne se connaissent pas ne peuvent pas s'apprécier, ne peuvent pas travailler ensemble. Donc tout ce que j'ai pu faire pour favoriser cette approche-là, je ne regrette pas de l'avoir fait. Et donc je vais terminer par féliciter ces jeunes-là pour le travail qu'ils font. Parce que quand on est à l'étranger et qu'on est une grande communauté estudiantine, encore faut-il faire en sorte de s'organiser au mieux. Et ça nous permet d'avoir un interlocuteur qui est le président. Mais au-delà du président, il y a toute une équipe qui travaille avec lui. Je suis bien placé pour savoir qu'un président seul ne peut pas faire grand-chose. Donc toute l'équipe qui est avec lui est à féliciter pour le travail qu'ils font pour apporter un soutien, ne serait-ce qu'une présence tutélaire à l'ensemble des étudiants sénégalais. Ça, c'est une excellente chose. On est presque au terme de cet entretien avec M. Dia, mais avant de quitter, je voudrais justement vous remettre la parole pour votre dernier. Ben, le dernier mot, ça va faire un peu ancien combattant, c'est de dire, de demander à nos jeunes compatriotes, je l'ai dit, je l'ai répété, vous valez mieux que les petits boulots que vous avez ici. Ne vous en contentez pas. Allez au bout de vos études et vous aurez beaucoup mieux. En tout cas, c'est de tout cœur que je vous le souhaite. Merci beaucoup, M. Dia. Ça a été un plaisir de vous accueillir sur ce premier numéro de référence en tout nouveau concept avec Horizon Vision. Ça se passe bien sûr sur Instagram, YouTube. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. Ce premier numéro, c'était bien sûr un numéro très spécial. On a déroulé notre tapis rouge à une personnalité de classe A de la communauté sénégalaise, bien sûr, basée ici à Metz. Merci beaucoup, M. Dia, pour la disponibilité. Rendez-vous très prochainement. C'est fini pour ce soir. Nous vous donnons rendez-vous dans un mois pour un deuxième numéro de référence. À la présentation, c'était DJ Al, le Mic Master, le nomade, bien sûr. À la caméra, c'était Mansour, le caméraman historique, le meilleur de sa génération.
L'assistant, c'était Tidjane Youssouf Konaté et puis Serine Saloun Ndiaye. Merci à toute l'équipe de la prod. Rendez-vous dans un mois pour un autre numéro. I'm out.